Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que je vais avoir le temps de monter, publier, parce qu'il y a une autre vidéo que j'ai faite précédemment sur peut-être ce couple dont vous avez entendu parler aux États-Unis, le couple homosexuel qui a été condamné pour attouchement et viol sur leurs enfants adoptés de 9 et 11 ans. Je vous invite à aller voir la vidéo, si j'arrive à la publier. On va revenir dans cette vidéo à ce que je vous disais dans une autre vidéo concernant Donald Trump et les politiciens en général aux États-Unis. C'est que vous savez qu'aujourd'hui, on a un niveau politique aux États-Unis qui est très bas, c'est-à-dire qui est au ras des pâquerettes. Ce que d'ailleurs, j'ai envie de dire, certains ont l'intention de transformer le paysage politique français en un paysage politique identique, c'est-à-dire considérer que 90% de la population n'y connaît rien, ne s'intéresse à rien, et que par conséquent, on peut leur faire croire monts et merveilles et prendre leur vessie pour des lanternes et les considérer comme des idiots et leur parler comme des idiots. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, récemment, Manon Aubry vient de se faire un petit peu brocarder sur X avec sa vidéo où elle t'explique le petit tuto pour comment gérer le repas de Noël avec la famille, parce que tu as toujours l'oncle réac, la tante d'extrême droite, etc., etc. Enfin, le truc cliché à mort, puis avec un narratif où oui, j'ai envie de dire très clairement, elle prend son électorat pour des gamins. Ce que j'avais dit d'ailleurs sur le problème de Kamala Harris, c'est-à-dire que une des casseroles qu'elle traînait depuis 4 ans, c'est qu'à chaque fois qu'elle s'adressait ou qu'elle prenait la parole dans quelques circonstances que ce soit, on avait fâcheuse tendance à croire qu'elle s'adressait aux Américains comme si c'était des gamins, comme si c'était des gosses. Malheureusement, le paysage politique américain est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en réalité, on dit des choses pour séduire. Pour séduire, pour convaincre, voire même pour faire le show, ou peut-être même aussi créer des polémiques. Et force est de constater qu'il y en a un qui a très bien compris comment ça fonctionnait, c'est Donald Trump. Parce qu'on soit clair, c'est vrai que Donald Trump, c'est pas un philosophe, c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait fortune, mais avec une base qui était la fortune de son père. Mais justement, c'est ça qui a, joué en sa faveur, c'est qu'il a toujours eu cette parole, il a toujours eu ce narratif populaire. Et du fait qu'il avait ce narratif populaire, évidemment, il était audible de la part d'une partie de la population américaine, plutôt populaire, salariale, employée, petite classe moyenne, voire défavorisée, pauvre, traditionnelle, évidemment, très conservatrice. Et évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est que, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, ce serait dommage pour vous, mais Donald Trump va être intronisé dans ses fonctions le 20 janvier. Et d'ailleurs, on va commencer un petit peu à avoir des gens qui vont spéculer sur le 20 janvier en disant oui, de toute façon, il va se faire assassiner ou il va se passer quelque chose, mais il n'arrivera pas au 20 janvier. C'est ce qu'on entend actuellement. Il y en a d'ailleurs parmi les progressistes maladifs qui ne se rendent même pas compte qu'ils font de l'incitation au meurtre. Mais Donald Trump, Elon Musk, le vice-président, comment il s'appelle déjà ? Vance, puis certains de collaborateurs qui sont donc destinés à tenir une administration. Je dis destinés puisque, encore une fois, je rappelle que les nominations vont devoir passer des auditions parlementaires pour être validées dans leurs fonctions. Donc pour l'instant, ce ne sont que des propositions faites par Donald Trump au Parlement pour tenir les différents postes de l'administration.
D'où d'ailleurs l'un qui était promu, je crois que c'est celui qui vient de la Fox d'ailleurs, sauf que malheureusement il a une casserole qui a remonté à la surface, etc. Donc finalement il ne sera pas proposé, on va proposer quelqu'un d'autre. Donc actuellement Donald Trump est en train de dire aux Américains, je vais faire ceci, je vais faire cela, avec moi ceci, avec moi cela. Mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, attention, parce que les Américains, ils aiment bien dire beaucoup de choses, ils aiment bien parfois mettre beaucoup de packaging, c'est-à-dire emballer dans du papier cadeau quelque chose que on sent bien que c'est un petit peu extrapolé, voire même très extrapolé. Récemment donc, on a entendu Donald Trump qui a dit que si ça continue comme ça, si les pays de l'OTAN ne respectent pas leurs engagements, les engagements c'est un pourcentage du PIB, alors je crois que c'est 1,5%, il me semble, 2%, sauf que ça fait depuis des années qu'il y a des pays, alors je crois que la France avait peut-être sur un budget réussi à obtenir les 2%, mais depuis on est à 1,80 je crois, du PIB. Et déjà en 2016, enfin 2016-2017, dans le premier mandat de Trump, Trump avait commencé un petit peu à mettre du haut là, c'est-à-dire à dire à tous ces pays, les gars, vous avez signé un accord là dans l'OTAN, c'est-à-dire c'est pas nous, les États-Unis, qui allons devoir tout payer là. Donc là, il relance la machine en disant, puisque c'est comme ça, attention, moi, je retire les États-Unis de l'OTAN, si c'est comme ça. Vous comprendrez que c'est une menace, c'est une parole un peu en l'air, parce que très clairement, Donald Trump ne peut pas quitter l'OTAN. Pourquoi ? Parce que si les États-Unis quittent l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Pourquoi ? Parce que qui détient le commandement militaire de l'OTAN ? Ce sont les États-Unis. Donc si les États-Unis s'en vont, alors ils peuvent éventuellement faire comme la France avait fait avec De Gaulle. C'est-à-dire qu'on sort du commandement militaire, mais on reste allié, on reste membre de l'OTAN. Mais on reste autonome, on reste indépendant. C'est-à-dire qu'on reprend une liberté de dire si l'OTAN décide de faire ça, moi j'ai la liberté de suivre ou de ne pas suivre. Mais dans l'état actuel de la situation, bon oui, clairement, je vois mal comment les États-Unis peuvent quitter l'OTAN. Pareil, il nous a fait aussi le coup de menacer de sortir du CDC. Pas le CDC, non, l'OMS, pardon. Le CDC, c'est l'administration américaine, donc l'OMS. L'OMS, qui je rappelle, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Cette même organisation qui, depuis 2 ans, essaie de faire signer tous les pays membres un accord qui permettrait à l'OMS de prendre les pleins pouvoirs sur les mesures de santé en cas de pandémie. Parce que ce qui a échoué dans certaines mises en place pendant la Covid-19, c'est parce que justement l'OMS n'avait pas le pouvoir. Chaque pays avait l'autorité et la souveraineté de ses décisions en matière sanitaire. Or là, l'accord que l'OMS veut faire signer à beaucoup de pays, c'est en cas de pandémie, c'est-à-dire l'OMS peut très bien, voilà, on a eu le coup là du truc singe là, et là on nous relance un coup un pote, je sais plus quoi, de la chèvre, etc. Mais demain l'OMS peut très bien dire, hop, nous déclarons une situation pandémique, alors qu'il n'y a pas de raison de déclarer une situation pandémique, mais l'OMS peut très bien déclarer une situation pandémique, et à partir de là, paf, ça déclenche le traité, c'est-à-dire que l'OMS devient au-dessus de toutes les souverainetés sanitaires des nations. Sauf qu'évidemment, ça, Trump, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, et du coup, il a menacé de sortir, de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Alors pareil, il y a aussi un effet boule de neige. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que le Parlement a refusé de renouveler le budget de l'administration
de vérification de l'information. Et du coup, donc, cette administration va mettre la clé sous la porte. Vous avez évidemment Musk qui devrait être nommé à une sorte d'administration qui devrait vérifier, contrôler l'efficacité des autres administrations fédérales, faire une sorte d'audit sur la crédibilité, sur l'efficacité et surtout sur les dépenses de ces administrations. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, vous avez des administrations principales et dont dépendent d'autres administrations, qui dépendent d'autres services, qui dépendent des secrétariats, etc. Évidemment, celui qui est le plus visé, c'est celui du Pentagone. Pentagone, CIA et FBI. Parce que malheureusement, surtout le FBI, s'est fait prendre la main dans la poche, a utilisé ses services pour faire de l'influence, pour faire de l'interventionnisme politique contre Trump. Les fameux Twitter Papers, les fameux Twitter Files, qui ont révélé qu'un certain nombre de personnels ont été intégrés à l'administration de Twitter, et en réalité, ces personnes étaient des anciens employés du FBI, mais en réalité, c'était des personnes infiltrées qui avaient pour mission d'essayer d'influencer le directoire, la gestion, le contrôle et surtout la modération pour censurer tout ce qui allait à l'encontre des intérêts des démocrates, y compris donc le fameux affaire du fameux portable de Hunter Biden, qui avait été un petit peu le déclencheur. Je vous rappelle très rapidement l'histoire. Vous aviez le New York Post qui avait publié un article sur ce fameux portable de Hunter Biden, et Twitter à l'époque, les gens ont commencé, et donc New York Post avait tweeté sa couve, et plusieurs personnes ont relayé cette couve, cet article. En moins de 24 heures, tout d'un coup, tous les tweets, alors le compte du New York Post supprimé, et tous les tweets, tous les gens qui avaient retweeté l'article, le tweet a été supprimé. C'était tellement maladroit que ça s'est vu. Et c'est à partir de là que ça a donné l'ambition à Elon Musk de dire non, ce réseau social, va falloir le racheter. C'est arrivé à l'époque où déjà Dorsey avait vendu Twitter, parce que je pense que même lui, qui était quand même un wokiste par excellence, je pense qu'il a compris que ça commençait à sentir mauvais. Donc à partir de là, si vous voulez, Musk, certainement avec Trump, a dit voilà, il faut absolument faire le ménage. Faire la démonstration auprès de la population américaine que l'État fédéral, aujourd'hui, est complètement corrompu, est complètement vérolé par des idéologies. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, je vous avais dit dans une précédente vidéo, vous avez certains organismes qui commencent à prendre énormément de recul par rapport aux idéologies woke et tout ce qui en suit des programmes d'intégration, d'insertion, etc. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises américaines, d'ailleurs récemment, qui ont carrément annoncé qu'ils abandonnaient leur projet justement alors je ne sais plus, d'insertion, d'incrémentation, enfin je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Pour la simple bonne raison, c'est qu'évidemment, les entreprises qui ont commencé à mettre en place ce genre de politique, ça part en couille. Ça part non seulement en couille, et ça génère aussi des discriminations. Mais des discriminations inversées. C'est-à-dire que on protège tout ce qui est issu de la diversité, minorité, représentation LGBTQ+. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, dans la vidéo sur les Afro-Américains, qui avait généré évidemment une disparité de traitement, un manque d'équité totale des individus au sein de l'entreprise et même au sein de la société d'une manière générale. Et donc de fait, c'est vrai que c'est très ambitieux.
Mais il ne faut pas en oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, qui a les leviers de ces administrations? C'est l'establishment, ce qu'on appelle plus vulgairement l'État profond. Et souvenez-vous que lors du premier mandat de Donald Trump, déjà à l'époque, Donald Trump avait dit « oui, je vais me battre contre l'État profond ». Sauf que le problème, c'est que l'État profond, à un moment donné, ils ont dû certainement lui dire « écoute Coco, n'ouvre pas la boîte de Pandore, sinon on te zigouille ». Aux États-Unis, vous pouvez zigouiller un président de toute façon, comme l'establishment a ses positions un peu partout dans les administrations. Je veux dire, il suffit de voir ce qui s'est passé avec John Fitzgerald Kennedy, même encore aujourd'hui, même si on met un peu plus de nuances, parce que y a des faits qui sont quand même indiscutables. Pour l'instant, c'est toujours la commission Warren qui reste la commission officielle sur l'affaire JFK. Et d'ailleurs, Donald Trump a annoncé lui aussi qu'il allait retirer du secret, enfin retirer la confidentialité de certains dossiers qui restent encore secret défense sur l'affaire JFK. Mais là encore, c'est pareil. S'il y a des gens qui ne veulent pas que ces dossiers sortent, ils feront recours auprès de la Cour suprême et la Cour suprême interdira ou annulera la demande de Donald Trump d'ouvrir ces fameux dossiers. Donc là, aujourd'hui, on entend plein de choses de la part de Donald Trump. Ce qui sous-entend que Donald Trump il a peut-être l'intention, je ne sais pas, de faire une révolution dans les institutions américaines. Sauf qu'encore une fois, comme je vous le dis, là, c'est encore un mec qui veut évidemment griller tout le monde. Et évidemment, ce qui pose problème, c'est que dans le système, il y a des gens qui sont des gardiens. Et d'ailleurs, quel que soit le gouvernement, on va dire, qui est en place, que ce soit un gouvernement démocrate ou un républicain, même au sein des démocrates, il y a eu des gens à un moment donné qui ont voulu faire des choses, mais on leur a dit non, ça, pas touche. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment la même chose en France. Je veux dire, aujourd'hui en France, il y a des tas de choses à faire, mais vous avez un président de la République qui s'évertue à nommer des premiers ministres qui sont nuls et qui nomment eux-mêmes des gouvernements qui sont nuls. Donc ce n'est pas ces gouvernements-là qui un jour ou l'autre vont s'atteler à faire le ménage dans les institutions de la République et éviter que des gens finissent par s'engraisser sur le compte du contribuable. Parce que ça, malheureusement, on le sait. Je veux dire, même Bayrou, qui prend un jet, un Falcon, pour aller faire une séance de son conseil municipal à Pau, est-ce qu'il n'y a pas des priorités quand tu es nommé Premier ministre? Alors lui, il explique, oui, mais c'est parce que je ne veux pas montrer que, parce que je suis Premier ministre, j'abandonne mes concitoyens de Pau. Mais tes concitoyens de Pau, ils ne sont pas idiots. Tu as un adjoint, tu laisses le pouvoir à l'adjoint et tu t'occupes du pays. Tu t'occupes pas de ton... Enfin, je veux dire... Non, mais c'est... Voilà, je veux dire... Et comme je dis, le travail qui est en train de se produire en France, c'est pour finir exactement comme ce qu'on a aux États-Unis. C'est-à-dire, je vous le dis, 80% de la population qui n'y connaît rien, qui comprend rien et qui s'intéresse à rien et qui est prêt à boire les paroles de politiciens sans même se poser la question, mais attends, ce qu'il est en train de dire, mais est-ce qu'il en a vraiment les moyens? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est comme Biden, quand il a promis d'annuler la dette des étudiants. Il l'a fait, mais il l'a fait uniquement pour les personnes de plus de 50 ans. C'est-à-dire que les personnes de plus de 50 ans qui continuent à payer aujourd'hui leur prêt étudiant, en effet, la dette a été effacée. Mais les jeunes qui sortent avec ils y croyaient. Mais non, dommage, c'est pas pour vous. Donc, faites très attention entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et j'ai envie de dire, même en France, aujourd'hui Macron fait partie de ces gens qui, pour essayer d'acheter la compassion, l'émotionnel, l'attention, alors des fois ne fait pas des promesses, mais
Vous savez, mais c'est comme en entreprise. Pour avoir la motivation d'un employé, en général, les DRH, les directeurs, comment on appelle ça, les chefs d'équipe, enfin pas les chefs d'équipe, mais les responsables du personnel, etc., sont formés à utiliser des narratifs. Ne promettez jamais rien. Par contre, rien ne vous empêche de laisser la suggestion. C'est-à-dire laisser la personne, à un moment donné, lui dire une façon, d'une structure assez spécifique. Et l'employé, quand il entend ça, il n'en traduit que. Et puis le jour où, évidemment, il se rend compte que, mais vous m'avez dit, il y a 6 mois, vous m'aviez dit que... Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Mais si, vous l'avez dit. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit textuellement, ça serait bien que... Mais je ne vous ai jamais dit que vous auriez. Vous savez, je prends toujours cet exemple parce qu'il était tellement symbolique, tellement symptomatique. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais si vous venez de découvrir cette chaîne, etc., je vais vous rappeler cette histoire. Vous vous souvenez, à l'époque de Sarkozy, la fameuse loi sur le travailler plus, gagner plus. Sauf que le problème, c'est que quand la loi est passée, évidemment, j'ai des collègues qui sont venus me voir en me disant « Oui, ça y est, c'est bon, maintenant, quand on travaillera plus de 35 heures, on sera payé. » Et je leur ai dit « Non. » « Mais si, c'est la loi. » Je dis « Oui. » Mais la loi, elle ne fait pas fait de loi absolue. La loi existe, mais il faut que les partenaires sociaux se saisissent de la loi pour amener le patronat à la table des négociations pour faire appliquer la loi. Mais il y a une autre loi qui dit ce qui s'applique dans l'entreprise, ce sont les accords de branche, ce sont les accords collectifs. Or, si les accords de branche, accords collectifs, ne sont pas modifiés pour faire rentrer la nouvelle loi en application dans l'entreprise, en réalité, vous pouvez travailler plus, vous ne gagnerez pas plus. Et je dirais même que dans les grandes entreprises, surtout les entreprises qui ont choisi les RTT, l'annualisation, etc., le mot d'ordre, c'est absolument aucun employé ne fait d'heures supplémentaires. Si un seul employé fait une heure supplémentaire, tu dégages. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc du coup, elle m'a dit, mais alors cette loi, elle ne sert à rien. Et je leur ai dit, là, vous venez de comprendre la subtilité de l'hypocrisie. C'est-à-dire, on te vote des lois, on te chante à tue-tête que ça y est, regardez, nous avons fait voter cette loi, etc. Ouais, c'est notre gloire, c'est notre succès, c'est notre victoire. Mais dans la réalité de terrain, en fait, la loi n'est pas applicable parce qu'elle demande certaines procédures, elle demande certaines dénonciations, elle demande certaines mises en application, elle demande certaines conditions qui ne rentrent pas en ligne de compte pour certains d'entre eux. Et du coup, cette loi ne sert à rien. Mais au moins, elle sert les politiciens pour faire croire à des gens qui ne s'intéressent pas ou qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait que, oui, regardez, nous avons mis en place une loi sociale, etc. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que vous avez des gens qui ne saisissent pas la loi. Donc voilà, pour terminer, avant que je ne disparaisse dans le noir, parce que là, la nuit tombe, donc faites très attention aujourd'hui à ce que vous pouvez entendre aux États-Unis de la bouche de Donald Trump, d'Elon Musk, etc., parce que ils ne sont pas aux affaires pour l'instant pour voir, l'état réel du pays sur le plan financier, si tant est que les démocrates, jusqu'au 20 janvier, ne continuent pas à faire des conneries et à vider les caisses, en filant du fric à tout le monde à droite à gauche. Parce que là, Biden, il y va. Là, il fait passer des décrets à tire-larigot pour justement peut-être essayer de flinguer un petit peu les politiques de Trump. Enfin, bon, bref. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents. Et moi, je rentre dans le trafic de merde.
Parce qu'il y a encore, pas très loin de chez moi, ce qu'on appelle les holiday events. Oui, on appelle ça des holiday events. Non? On n'appelle plus ça les Christmas lights, c'est-à-dire les lumières de Noël. C'est holiday events. Alors voyez,